Philippe de Sertine, vous êtes d'accord avec Pascal Bruckner quand il dit « Ce pays ne croit plus en lui-même » Oui. J'aimerais entendre Serge Moati aussi. Il a refusé l'obstacle tout à l'heure, mais là, sur ce coup-là, il va me répondre. Juste, si vous me permettez de rebondir sur ce que vient de dire Pascal Bruckner, mais de manière juste un tout petit peu antérieure, je suis entièrement d'accord avec vous qu'on s'imagine tous être les plus formidables, etc. Mais il n'empêche que nous vivons la première période dans l'histoire humaine où, sur l'échelle d'une vie, nous voyons la Terre s'abîmer. Sur l'échelle d'une vie. C'est-à-dire, sur l'échelle d'une vie, on voit la mer de glace disparaître. J'ai fait partie de la commission du Grand Emprunt, où justement notre but c'était d'avoir une réflexion stratégique dans une grande salle à Paris, etc. Et on avait eu beaucoup de présentations par des grands scientifiques internationaux. Et je revois Michel Rocard et Alain Juppé à la fin de chaque présentation se regarder et nous regarder en disant ça va pas être facile. C'est-à-dire quand on a le diagnostic objectif scientifique, c'était en 2009, et donc il y avait encore des querelles là-dessus, c'était juste avant le sommet de Copenhague qui a été un fiasco terrible. Je crois qu'on est à ce moment-là quand même. Il ne faut pas non plus dire tout est pareil qu'avant. Non, nous sommes à un moment où la planète est mise en danger par nous. Première chose. Et deuxième chose, nous sommes à un moment inouï de l'histoire humaine. Et là, ça n'est pas négatif nécessairement, mais nous en vivons un certain nombre de débuts de conséquences ces derniers jours, où entre 2000 et 2015, la planète a pris 1,5 milliard d'individus. Elle a pris l'équivalent de la population planétaire en 1850. En 1950, 100 ans après, on était 2 milliards. C'est-à-dire que lorsque nous avons un certain nombre de gens qui nous disent « Regardez, à ce moment-là, ça marchait, les 30 Glorieuses, c'était bien. » Oui, non, d'accord. C'était pas la même Terre. C'était pas la même Terre. Quand vous avez 1 milliard, 2 milliards, 4 milliards, 5 milliards et demi de plus de personnes que ce qu'ont connu nos parents, ça veut dire que nous sommes avec des problématiques totalement différentes, totalement nouvelles. C'est vraiment quelque chose qui s'apparente à Colomb. On a découvert effectivement quelque chose de différent. C'est pas nécessairement pessimiste. C'est au-delà du monde connu en quelque sorte. Oui, c'est pas pessimiste parce que je crois, moi, très fortement et je suis absolument convaincu que l'évolution technologique extraordinaire que nous connaissons, 7 milliards et demi d'êtres humains, c'est d'abord 7 milliards et demi de cerveaux. Et 7 milliards et demi de cerveaux qui fonctionnent ensemble, c'est une avancée scientifique comme on ne l'a jamais connue dans le passé, ce qu'on voit aujourd'hui. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des solutions qui sont en train d'être inventées, mais on doit aussi avoir conscience, nous, peuples anciens et gens anciens dans les peuples anciens, qu'on ne pourra pas toujours refaire la même chose qu'avant, qu'il y a quelque chose de nouveau inventé, que si toutes les générations ont cru inventer et finalement reproduisent à l'envi ce qu'elles avaient vu auparavant, celle qui vient va avoir une responsabilité beaucoup plus forte, la nôtre aussi peut-être quand même, d'ores et déjà. Et la responsabilité, Pascal Bruckner ou Raphaël Enthoven, la responsabilité aussi des intellectuels, des philosophes, des écrivains, est-ce qu'il y a du renouveau, de la créativité dans la pensée philosophique, dans la philosophie politique, pour justement peut-être trouver des solutions à cette équation que vient de nous définir Philippe de Sertine? Oui, mais non. Oui, parce que d'une certaine manière, la plupart des gens qui ont mon âge aujourd'hui ont reçu un enseignement, une formation académique. Vive l'académie, vive l'école, vive l'université. Vraiment, il faut le dire et le redire. Il ne faut pas sortir de l'école pour se tourner. Il faut étendre le régime de l'école le plus loin possible. C'est très... Non seulement... Enfin bon, c'est un autre débat. La formation qu'on a reçue est une formation qu'on a reçue dans les années 90, c'est-à-dire où on sortait d'un carcan idéologique. C'est-à-dire c'était une époque bénie où on regardait ceux qui détenaient la norme la décennie d'avant ou les décennies précédentes, on les regardait comme des brontosaures. Et ça, c'était formidable. C'est-à-dire qu'on avait enfin cette liberté de recevoir un enseignement qui était débarrassé du bien, qui était débarrassé du sentiment de détenir le bien et du sentiment de détenir la morale. Et de ce point de vue, il y avait quelque chose d'assez reposant et soulageant. Et il y a, à cet égard, une efflorescence de caractère, d'individus qui travaillent, qui réfléchissent. Je parle alors dans ma paroisse, c'est-à-dire des profs de philo. C'est très intéressant de voir qu'ils ont tous à leur arc une autre corde, ils ont tous une autre discipline en tête. Certains, ce sont les sports de combat, d'autres, c'est le cinéma, les troisièmes, ce sont les médias, peu importe. Il y a toujours une autre corde, ça n'est jamais une formation unique, désormais, et c'est une formation qui n'a pas été teintée, filtrée, souillée, endormie et endolorie par le filtre idéologique. Cela dit,
dans le domaine des idées, il n'y a absolument rien de nouveau, absolument rien de neuf. On n'a pas fait de progrès depuis Platon. Dans le Gorgias, Platon se pose la question de savoir s'il vaut mieux subir l'injustice que la commettre. C'est une question qu'on se pose régulièrement dans le cours de la vie. Je veux dire, lorsque un individu se demande s'il est vraiment libre quand il fait ce qu'il veut, c'est une question qui a été prise en charge par les philosophes depuis une éternité. Au XVIIe siècle, Leibniz, dans un petit texte de 10 pages qui s'appelle la Monadologie, décrivait un univers en réseau. Tocqueville, en 1835, disait « Le XXe siècle sera celui de l'affrontement de la Russie et des États-Unis ». Nietzsche a dit à la fin du XIXe siècle « Le XXe siècle sera un siècle de barbarie et les sciences seront à son service ». Je veux dire, les idées n'ont pas... Bacon, dans la Nouvelle Atlantide, invente les OGM et le frigidaire. Mais tout n'a pas été dit, tout n'a pas été forcément pensé. Tout a été pensé, tout a été dit, nous n'avons rien de neuf à attendre, c'est le pari que je fais. Je n'ai jamais été démenti là-dessus. Mais c'est pas grave. C'est la condition de la création. C'est la condition de la création. On confond la création et la nouveauté. Mais la nouveauté, c'est ce qu'on fait de ce qu'on a fait de nous. C'est ce qu'on fait des éléments dont on dispose. C'est comme si vous me disiez, il faudrait, pour inventer des mots nouveaux, avoir de nouvelles lettres. Non, on n'a pas besoin d'un alphabet nouveau pour créer des phrases nouvelles. Les phrases, on peut les produire à l'infini avec un alphabet qui est le même. L'alphabet, on l'a. L'alphabet des idées, nous l'avons. On l'a sous la main. Ce qu'on produit aujourd'hui sont des variations sur des régimes qui existent déjà. Et je trouve que c'est ça la condition même de la création. Donc ça voudrait dire, Raphaël, qu'il ne pourrait pas y avoir un philosophe politique qui invente une nouvelle façon de penser pour résoudre, encore une fois, les problématiques qui sont les nôtres. On a parlé du surpeuplement, on a parlé des problèmes, effectivement, de réchauffement climatique, etc. C'est à la fois inquiétant et presque apocalyptique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse avec le background, avec la culture philosophique qu'on a déjà. Il faut qu'on trouve notre essor là-dedans. À condition de la prendre intelligemment. Par exemple, prenons un exemple, c'est intéressant. Darwin. Enfin, tout le monde connaît Darwin. Tout le monde pense, en gros, il y a peut-être un ou deux créationnistes dans la salle, mais tout le monde pense en gros que Darwin a plutôt raison, que la théorie de l'évolution par sélection naturelle, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Bon. Dans le même temps, Darwin est dans l'inconscient collectif tenu pour un gros méchant qui justifie la loi du plus fort. Comment ça se fait? À quoi tient ce malentendu? Comment se fait-il que cet individu soit perçu collectivement comme un infréquentable qui pourtant a raison? Eh bien parce que Darwin, et on n'est pas responsable de ses héritiers, a donné le jour à ce qu'on appelle le darwinisme social ou le darwinisme racial, c'est-à-dire des individus qui ont pris les descriptions de Darwin et qui en ont fait des prescriptions, c'est-à-dire qui ont dévoyé une pensée en prenant pour une norme ce qui n'était qu'un portrait. Darwin a décrit comment la nature fonctionnait et on a voulu penser que c'était ainsi qu'il souhaitait que l'humanité fonctionnât. Et le malentendu, il est là. Le malentendu est dans cette involution qui consiste à tenir pour normatif ce qui relève uniquement de l'ordre de la compréhension. Ce travail-là, il est toujours à faire, il est constamment à faire, il est à renouveler. Mais chaque individu qui naît, encore une fois, on en parlait ce matin, chaque individu qui naît par hasard dans un monde qui s'en fiche, où il va mourir sans savoir pourquoi il y est passé, est un individu dont la condition, dont la situation l'expose immanquablement à se poser sans y répondre les questions que les philosophes ont déjà prises en charge. Et de ce point de vue, rien de nouveau sous le soleil. La Bible le disait, et que je sache, il n'y a rien de nouveau depuis ça. Pascal Bruckner. Alors, rien de nouveau sous le soleil, tout a été pensé, sauf notre époque. Et c'est ça le travail de l'intellectuel. Ni Platon, ni Descartes, ni Nietzsche n'ont pensé l'année 2015. Et c'est en ce sens, me semble-t-il, qu'il y a en France une école d'intellectuels, de philosophes, d'écrivains extrêmement active, qui est traduite dans le monde entier. Et il faut remarquer que les grandes périodes de crise sont très favorables à la création artistique et littéraire. Et au moins, on peut dire cela de positif sur la France, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons toute une classe de gens, y compris de cinéastes et de peintres, qui rayonnent dans le monde entier. Alors pour répondre à... Juste Pascal, pardon, oui. Juste une chose. Bien sûr, on a des... Tu disais tout à l'heure qu'il fallait de la confiance en soi pour créer. Mais c'est le doute qui est créateur. C'est les moments où on doute finalement. Si c'est parce qu'on est où on en est qu'on crée quelque chose, c'est parce qu'on doute qu'il y a cette école qui est émergente. C'est pas la confiance en soi qui produit la création. Même les gens confiants ont des périodes de doute. Ah oui, d'accord. Oui.
Et donc oui, pour répondre à Philippe de Sertine, en fait, ce que vous avez dit confirme un peu ce que je pense, c'est-à-dire que nous vivons une période assez étrange de crise du progrès, crise générale de l'idée de progrès. Vous avez cité les glaciers. Il se trouve que j'étais à Chamonix cet été et que j'ai vu aussi, j'ai fait pas mal d'alpinisme sur les glaciers du Tour et les autres. On les voit rétrécir d'année en année, et notamment le glacier des Bossons qui arrivait auparavant jusqu'à la route et maintenant, et voilà, elle est en train de remonter. Mais nous sortons d'une idée très naïve du progrès. C'est-à-dire l'idée qu'effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Raphaël, le progrès technique, elle a entraîné le progrès moral et elle a apporté une série de bienfaits pour l'humanité illimités. Et aujourd'hui, le progressisme, en dehors de toute connotation politique, le progressisme s'apparente plutôt à du suivisme ou, pour reprendre un terme plus connu, à du bougisme. Ça fait penser à ce livre de Lewis Carroll où on voit la reine blanche qui court pour rester à la même vitesse que le paysage, qui passe plus vite qu'elle. Et on a l'impression que le mythe du progrès aujourd'hui, c'est un constat tout autant qu'un combat. Et que par conséquent, être pour le progrès, c'est être éminemment conformiste finalement. C'est-à-dire c'est simplement tenter avec essoufflement de suivre les dernières innovations. Et donc, mais en même temps, on ne peut pas jeter l'eau du progrès avec le bain. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mes amis, philosophes ou intellectuels, qui décrètent la mort du progrès, mais qui eux-mêmes ne rechignent pas à prendre des médicaments qui les sauvent de tas de maladies terribles. Et c'est vrai que chaque fois qu'on a une rage de dents ou qu'on a un mal de tête et qu'on prend une aspirine ou qu'on est sauvé par un médecin, il faut reconnaître quand même l'immense supériorité du progrès sur les sociétés antérieures. Et pour rien au monde, je ne voudrais vivre dans la France d'il y a 100 ans. Je me félicite d'être dans cette époque. Et je dis cela parce qu'il y a un discours qui, depuis 10 ans, nous assomme de prédictions absolument abominables, qui est le discours écologique, dans son cursus dominant, et qui nous explique que si nous ne changeons pas instamment de mode de vie, demain, après-demain, dans 20 ans, les étoiles vont s'éteindre, la Terre va s'effondrer. Et il y a comme ça tout un courant apocalyptique dans l'écologie qui décourage de très nombreux citoyens d'adhérer à ce mouvement, parce que même si nous sommes très respectueux de l'environnement, même si nous comprenons que l'industrie peut détruire un certain nombre de choses, nous n'avons pas envie, et nous avons raison, de renoncer à tous les bienfaits que nous apporte le marché et que nous apportent les différents produits. Par conséquent, il faut à la fois remettre en cause l'idée de progrès dans ce qu'elle a de négatif, dans ce qu'elle a de dangereux, mais en même temps tenter d'en sauver les aspects les plus positifs. Et c'est pour ça que j'ai toujours beaucoup de mal à sympathiser avec les thèses des décroissants, donc, qui nous expliquent que le salut pour la planète, pour éviter qu'elle ne s'endommage irrémédiablement, c'est d'en revenir aux années 50, puis aux années 30, et puis finalement à la charrue, au bœuf et à la communauté rurale primitive. Alors je veux bien que les bobos urbains aiment à s'encanailler le week-end à la campagne en fabriquant leur pain et en buvant de la tisane de thym et de sarriette. Bien, pourquoi pas, après tout ça ne peut pas faire de mal, mais raisonnablement on ne peut pas proposer ceci à l'ensemble d'une humanité qui veut vivre mieux, parce que je crois quand même le moteur de tous les peuples, quels qu'ils soient, c'est la volonté d'améliorer leur sort. Donc on ne peut pas jeter cela aux orties. Et en ce sens, me semble-t-il, nous ne sommes pas tant des progressistes déçus que des progressistes prudents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute espèce de progrès, quel qu'il soit, technologique ou autre, doit aussi prouver qu'il n'a pas des effets secondaires nocifs. Donc le progrès, y compris technologique et y compris économique, Philippe de Sertine, ça apporte l'espoir quand même. Oui, peut-être juste un compliment très très rapide en disant nous sommes une génération, et là pour le coup en France, en effet, qui est vraiment confrontée à une sorte de défiance vis-à-vis du progrès tel que vous l'évoquez. Par rapport à ce qu'a dit Raphaël Enthoven tout à l'heure, évidemment, on est très frappé du fait que les idées, j'aime beaucoup le dictionnaire des idées, où l'alphabet des idées, nous l'avons et nous le conservons, alors que dans le domaine des sciences,
Là, pour le coup, l'accélération, voilà, ça n'a rien à voir. Hein, dans le domaine des sciences, l'accélération est absolument incroyable, absolument extraordinaire. Et là, elle s'écrit au quotidien, tous les jours. Et là, par exemple, par rapport aux références, y compris les références les plus anciennes que l'on peut avoir, par exemple la géométrie euclidienne, nous sommes aujourd'hui probablement dans une phase où nous sommes en train d'inventer quelque chose d'aussi important que la géométrie euclidienne, les statistiques inférentielles qui vont nous permettre de traiter les big data, qui sont des dimensions capitales pour gérer cette humanité grandissante et accélérante, et allant mieux et vivant plus longtemps. Ce sont des choses absolument incroyables. De la même façon, les progrès sur la génétique sont des choses qui sont... Donc pour un livre précédent, j'ai fait le tour d'un certain nombre d'équipes scientifiques dans le monde, mais à chaque fois, ce qui était très frappant, c'est de voir que des savants exceptionnels vous disaient « je n'en reviens pas moi-même de la vitesse à laquelle, dans mon domaine, la connaissance évolue. Je ne pensais pas connaître ça de mon vivant. » Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous évoquons là, je crois vraiment, c'est une planète qui vit sous contraintes, sous des contraintes de plus en plus fortes, mais qui est en train d'inventer au fur et à mesure des solutions absolument incroyables pour que précisément il n'y ait pas régression. La régression ne peut pas être la solution, vous voyez. Et ça, vraiment, quand on part loin, mais c'est vraiment, on doit interpeller les Français. Je l'évoquais ce matin dans la conférence. Moi, je m'intéresse depuis plusieurs années et je développe quelque chose autour de l'agriculture. On voyait venir la catastrophe agricole en France, et là, sur l'aspect agricole, on est typiquement là-dedans. C'est-à-dire... la France a une culture agricole, a une force agricole, etc., et une espèce maintenant de vision figée de l'agriculture. C'est-à-dire les citadins français, qui sont l'immense majorité de la population d'aujourd'hui, voient l'agriculture comme elle l'était au XIXe siècle. On va au salon de l'agriculture pour voir l'agriculture d'avant. La fermière en fichu rouge et blanc, le fermier qui a sa gitane maïs, et le président qui va flatter le cul de la vache, quoi. Hein. C'est-à-dire, on voit la ferme d'avant. On vend aux petits-enfants à Noël, aujourd'hui, la ferme que j'ai reçue moi-même quand j'avais 6 ans. La même. C'est-à-dire, vous voyez, cette espèce de vision complètement passéiste, parce que là, dans cet endroit-là, dans l'endroit de la nourriture et de ce qui se rattache à la culture française, le progrès ne doit pas passer. Il doit y avoir un truc éternel. Or, on peut très bien avoir quelque chose qui reste dans notre culture profonde et en même temps dire l'agriculture d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la culture d'hier et celle de demain sera encore totalement différente. Et c'est une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle. Et on doit effectivement considérer que le travail scientifique considérable qui a lieu là-dedans a pour but en même temps de penser les problèmes que pose l'agriculture d'aujourd'hui et en même temps les défis que nous avons relevés. Je crois, vous voyez, l'idée sous contrainte, ce sont les défis. Et la jeunesse d'aujourd'hui doit se dire, au fond, l'humanité est en train de proposer de plus en plus de solutions aux défis. Et ça peut être avec un corpus, vous parliez, Raphaël, sur la philosophie, sur l'économie, en fait, on est pareil. Sur les sciences humaines, grosso modo, il n'y a pas eu de grande invention théorique depuis pas mal de temps. Donc, on peut très bien avoir là-dedans une batterie de cuisine qui reste finalement assez identique, mais après avoir des maisons et avoir un environnement qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on essaie autrefois. Complètement changé.